Donc, vous connaissez tous les étiologies du syndrome de Cushing, et aujourd'hui, on va focuser la présentation sur la cause la plus fréquente, en fait, qui est la maladie de Cushing, qui représente environ 70% des étiologies du syndrome de Cushing, avec une prédominance assez importante chez la femme, 3,5 fois le risque chez le mâle. Et vous connaissez tous les signes et symptômes. La difficulté dans le Cushing, évidemment, c'est de distinguer entre les symptômes de la maladie elle-même et celles de d'autres pathologies fréquentes comme l'obésité, l'hypertension, le diabète qui sont fréquents. Les pathologies ou les symptômes les plus spécifiques, qui sont l'amincissement de la peau, qui sont la faiblesse musculaire proximale, par exemple, sont un peu plus prévalents chez l'homme que chez la femme, mais parce que souvent, c'est diagnostiqué plus tard chez l'homme avec des valeurs plus élevées de cortisolurie. Donc, les guidelines de l'Endocrine Society, chez qui devrions-nous dépister le syndrome de Cushing? Il faut qu'il y ait plusieurs éléments progressifs qui sont suggestifs de Cushing, parce qu'une obésité qui est là depuis longtemps, depuis l'adolescence, mais c'est l'apparition ou un changement dans le morphotype des individus, avec l'apparition en particulier de la myopathie, de la ptétare, des stries violacées, des ecchymoses faciles et de la peau amincie, ou des anomalies inhabituelles pour l'âge, par exemple ostéoporose et hypertension progressive. Chez les patients, évidemment, qui ont un incidentalome surrénalien, il faut rechercher la présence de sécrétion excessive de cortisol. Chez les enfants qui augmentent en poids mais dont la taille est plafonnée, c'est un des signes pathognomoniques de l'hypercorticisme. Et c'est l'accumulation de nouvelles anomalies qui augmentent la probabilité du syndrome de Cushing. A contrario, il n'y a pas de recommandation pour dépister de façon systématique tous les patients avec diabète, hypertension ou ostéoporose, parce que ça donne des résultats plus rarement, mais c'est l'accumulation ou les changements progressifs qui deviennent importants. Donc, l'algorithme initial dans le diagnostic du Cushing, tel que recommandé par les guidelines de l'Endocrine Society en 2008, donc, chez les patients chez qui il y a une présentation des symptômes cliniques évocateurs, on doit procéder à l'un des 3 tests de dépistage, qui sont soit la cortisolurie de 24 heures pour la collecte urinaire de cortisol urinaire libre, soit le test avec 1 mg d'hexaméthasone au coucher, ou soit le cortisol salivaire au coucher. Dans certaines circonstances, comme vous le verrez, on préfère un test par rapport à l'autre, mais si les symptômes sont assez florides, un ou l'autre de ces 3 tests de dépistage-là sont recommandés. Si 1, 2 ou 3 de ces tests-là sont normaux, il est peu probable qu'il y ait un syndrome de Cushing, bien qu'on n'exclue pas complètement les cas très, très cycliques. Et si une de ces dépistages-là est anormale, bien là, il faut faire des tests de confirmation, évidemment exclure la prise de glucocorticoïdes exogènes et de répéter les tests pour être bien certain qu'il y a une anomalie. Et là, les patients doivent être référés dans un milieu spécialisé qui a la capacité de procéder au diagnostic différentiel du syndrome de Cushing. Il faut être très conscient du fait que chez les patients avec maladie de Cushing, en particulier, il y a une variabilité extrêmement élevée parce que les tumeurs sécrètent de façon erratique, pulsatile, et d'une journée à l'autre, dans une grande étude que nous avons réalisée en relation avec l'étude du pastériotype dans la maladie de Cushing, si on regarde les valeurs basales de cortisolurie chez les individus, la variabilité intra-individuelle chez les mêmes patients avec maladie de Cushing était de plus de 50% d'une journée à l'autre. Il n'est pas rare qu'une cortisolurie sur 3 soit normale, sauf évidemment chez ceux qui ont des niveaux très, très élevés tout le temps. Donc, c'est pourquoi il faut faire au moins 2 à 3 examens de confirmation pour essayer de confirmer l'hypercorticisme et d'apprécier aussi la variabilité pour interpréter les résultats ultérieurs. Il est important aussi de constater que si les patients ont un flot urinaire qui est très anormal, donc les patients qui ont une insuffisance rénale chronique et qui ont un débit de filtration urinaire en bas de 60 ml par minute, ou chez ceux qui ont une potomanie avec des volumes urinaires qui sont élevés, ça peut fausser les résultats vers le haut, alors qu'évidemment, dans l'insuffisance rénale chronique, les niveaux de cortisolurie vont être diminués.
De plus, il faut bien savoir quelle est la méthode analytique utilisée par votre laboratoire, parce que maintenant, avec les méthodes basées sur la masse, avec le GCMS, avec ces approches-là, les valeurs de cortisolurie normales sont beaucoup plus basses que lorsqu'on fait les dosages de type radio-immunologique sur les urines extraites ou non extraites. Le cortisol salivaire s'est progressivement inséré dans notre boîte à outils pour le diagnostic de l'hypercorticisme. Ça demande un laboratoire qui est capable de faire des dosages sensibles avec des niveaux beaucoup plus bas, mais c'est un outil qui est maintenant très, très utile, d'autant plus qu'il est très facile à réaliser à domicile, à la maison pour le patient, en particulier pour les patients qui ont beaucoup de fluctuations de leur niveau de cortisol. C'est donc un examen beaucoup plus facile à réaliser que la collecte urinaire de 24 heures de cortisolurie, et ça a une spécificité et une sensibilité qui est très, très respectable dans le diagnostic de l'hypercorticisme. Donc, il y a certaines conditions où il devient plus difficile, par exemple pendant la grossesse, alors que les niveaux de CBG augmentent, alors que le placenta lui-même produit du CRH, de l'ACTH. Physiologiquement, les niveaux de cortisol urinaire augmentent pendant la grossesse. Donc, il est parfois difficile de distinguer entre des valeurs modérément élevées de cortisol urinaire. C'est pourquoi le test avec le cortisol salivaire est peut-être préférable. Et puis, le test avec dexaméthasone est difficile d'interprétation parce que la CBG est élevée et chez presque toutes les patientes, il n'y aura pas de suppression normale avec la dexaméthasone. Dans les conditions comme l'épilepsie, où les patients prennent des médicaments qui changent le métabolisme, des P450 qui métabolisent le cortisol, là aussi, il est plus utile de vérifier le cortisol salivaire ou le CLU parce que le test à la dexaméthasone va être complètement faussé. On a mentionné dans l'insuffisance rénale que le cortisol urinaire n'est pas utile, donc le test avec 1 mg de dexaméthasone va être préféré. Et pour les patients avec incident surinien, ce qui est extrêmement fréquent, c'est beaucoup plus sensible d'utiliser le test avec 1 mg d'hexaméthasone parce que souvent le cortisol urinaire peut être normal malgré une sécrétion à bas bruit de cortisol qui va être révélée seulement par un test avec la dexaméthasone. Et comme je le disais, dans les Cushing cycliques, ça prend des valeurs sériées nombreuses pour être capable de le mettre en évidence. Alors, je résume ici, dans notre article de revue dans Lancet sur le syndrome de Cushing, qu'en physiologie normale, évidemment, on sait très bien que la régulation de l'ACTH est exercée par le CRH, la vasopressine, que le cortisol exerce un feedback négatif et que même des doses très faibles de dexaméthasone vont supprimer à la fois le CRH et l'ACTH d'origine hypophysaire et faire diminuer les niveaux de cortisol. Dans la maladie de Cushing, où on a un adénome corticotrope hypophysaire, l'ACTH provient de cet adénome corticotrope hypophysaire-là. L'hypercorticisme, en fait, va supprimer le niveau de CRH endogène et d'ACTH des cellules corticotropes adjacentes à l'adénome corticotrope. Cependant, même si c'est à un niveau plus élevé que chez les sujets normaux, la majorité des patients, lorsqu'on sont encore sensibles, il y a encore des récepteurs pour les glucocorticoïdes, et lorsqu'on administre des plus hautes doses de dexaméthasone, on peut supprimer la production d'ACTH par l'adénome corticotrope et il va y avoir un certain degré de diminution du cortisol à haute dose de dexaméthasone. Au contraire, dans les sécrétions ectopiques d'ACTH, lorsque c'est une tumeur maligne qui n'exprime pas de récepteur pour les glucocorticoïdes ou qui n'exprime pas de récepteur pour le CRH ou pour la vasopressine, l'hypercorticisme entraîné par la sécrétion tumorale d'ACTH entraîne évidemment l'hypercorticisme et on va supprimer les niveaux endogènes de CRH et d'ACTH hypophysaire. Et même des très hautes doses de dexaméthasone ne réussiront pas à inhiber la production d'ACTH parce qu'elles proviennent d'une tumeur qui n'exprime pas de récepteur pour les glucocorticoïdes. Par contre, il existe, et c'est là qu'est le défi pour la maladie de Cushing, c'est qu'il existe des tumeurs ectopiques qui sont des tumeurs bénignes pour la plupart, des tumeurs neuroendocriniennes qui ont un phénotype et un génotype très, très semblables aux adénomes corticotropes qui expriment les récepteurs pour les glucocorticoïdes, pour le CRH, pour la vasopressine, et qui vont se comporter exactement comme la maladie de Cushing. Et je vais sauter les cas surrénaliens parce qu'on n'en discutera pas aujourd'hui. Donc, dans le diagnostic différentiel du syndrome de Cushing,
lorsqu'on a confirmé l'hypercorticisme, la première chose importante à faire, c'est de mesurer les niveaux d'ACTH de base à au moins 2 reprises, parce que c'est ça qui va orienter notre algorithme. Si les valeurs d'ACTH sont basses, franchement supprimées, bien, ça va indiquer un Cushing ACTH indépendant. Et si l'ACTH est normal ou inappropriément normal malgré l'hypercorticisme ou élevé, bien, ce sont les causes ACTH dépendantes. Et parfois, on est dans une zone grise entre les deux. C'est là que ça peut être utile de faire un test de stimulation avec le CRH pour distinguer les formes ACTH dépendantes des formes indépendantes. Si l'ACTH est supprimé, on va faire des examens radiologiques pour regarder quelle est l'étiologie surrénalienne primaire de la cause d'hypercorticisme. Alors que si l'ACTH est normal ou inappropriément normal ou élevé, on va procéder dans un premier temps à une imagerie hypophysaire et on va faire des tests de confirmation avec les tests de la dexaméthasone à haute dose et des tests avec le CRH ou desmopressine afin de confirmer que tout ceci est bien concordant avec un Cushing ACTH dépendant, mais nous savons très bien que les tests dynamiques ne peuvent pas vraiment distinguer entre les causes ACTH corticotropes hypophysaires et certaines des causes ectopiques. Donc, si l'imagerie ne montre pas d'adénome ou un adénome plus petit que 6 mm, il est indiqué et que les tests de confirmation qu'il y a une réponse anormale, soit le test au CRH avec une réponse exagérée ou à la desmopressine et une suppression partielle avec les hautes doses de dexaméthasone, et qu'il n'y a pas de lésion radiologiquement plus grande que 6 mm, il est recommandé de faire un cathétérisme des sinus pétreux pour confirmer la source hypophysaire d'ACTH. Alors que si on a une lésion radiologique à IRM qui est plus grande que 6 mm et des tests concordants pour les tests dynamiques, on peut référer directement le patient à la chirurgie hypophysaire. Si le cathétérisme des sinus pétreux ne montre pas de gradient central d'ACTH, on va rechercher les causes d'ACTH ectopique. Donc, le test à la dexaméthasone, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, ce qu'on aime bien utiliser, la plupart des gens utilisent la haute dose, 8 mg le soir au coucher, mais l'équipe française d'Abou Samra initialement, puis d'autres équipes par la suite, utilisent le test à la dexaméthasone intraveineux que moi j'aime bien utiliser parce que ça nous donne vraiment un test dynamique avec plus qu'une valeur. On ne se fie pas à une seule valeur, où on infuse la dexaméthasone 1 mg/h pendant 4 heures, de 11 heures à 15 heures. Et on voit bien ici avec les niveaux de cortisol et les niveaux d'ACTH. Si on regarde le cortisol ici, chez les patients avec normaux, on va avoir une suppression du cortisol qui va continuer de supprimer jusqu'à 24 heures après l'administration de la dexaméthasone. Alors que chez les patients avec maladie de Cushing, on a une suppression partielle du cortisol, mais un rebond précoce en soirée où le lendemain matin, le cortisol est plus élevé que, selon les publications, 70 ou 130 nanomoles par litre le lendemain matin, avec des changements en parallèle au niveau d'ACTH. Alors que si les patients ont une sécrétion ectopique d'ACTH, par exemple d'un carcinome à petites cellules du poumon, l'ACTH et le cortisol ne sont pas du tout supprimés, même par les hautes doses de dexaméthasone. Et on peut distinguer, dans la majorité des cas, un peu comme le test avec 8 mg le soir, entre les causes ACTH dépendantes et indépendantes, mais ça ne documente pas de façon certaine s'il s'agit d'une source hypophysaire ou d'une source ectopique d'ACTH. Le test à la desmopressine ou au CRH sont utilisés régulièrement. Dans différents pays, l'accessibilité au CRH est irrégulière et ça coûte très cher. Le CRH, ça coûte 500 $. La desmopressine, c'est pas cher du tout. Et c'est très intéressant le fait que 80 à 90 % des patients avec maladie de Cushing surexpriment le récepteur V2 et V3 dans l'hypophyse. Alors, des individus normaux ne stimulent pas l'ACTH ou le cortisol avec la desmopressine, mais 85 à 90 % des patients répondent à la desmopressine comme ils répondent au CRH, mais c'est plus évident la différence avec la desmopressine qu'avec le CRH. Donc, moi, j'utilise, chez tous mes patients dans le bilan, j'utilise le test à la desmopressine au début, et à ce moment-là, c'est très utile dans le suivi d'utiliser ce même test-là pour voir si le patient est en rémission ou est guéri après la chirurgie.
Alors, le sinus pétreux inférieur demande une expertise d'angioradiologiste, mais c'est le golden standard pour être capable de distinguer si la source d'ACTH est d'origine hypophysaire ou d'origine extra-hypophysaire. Et on le réalise systématiquement chez les patients qui ont des lésions plus petites que 6 mm ou pas de lésions hypophysaires avant de procéder à la chirurgie. Ceci est controversé. Dans la littérature, certaines équipes n'utilisent pas le sinus pétreux, vont à la chirurgie à l'aveugle. Si vous avez l'expertise angioradiologique pour le faire, c'est un examen qui est peu dangereux et qui est extrêmement utile pour confirmer la source hypophysaire d'ACTH. Donc, ça a un gradient de base de plus de 2 fois de l'ACTH dans les sinus pétreux par rapport à la périphérie ou plus de 3 fois post-CRH ou DDAVP. Ça indique la présence d'une source centrale d'ACTH. Donc, quels vont être nos objectifs thérapeutiques chez les patients qui ont une maladie de Cushing confirmée? Bien, idéalement, le but du traitement, c'est la resection sélective de l'adénome corticotrope, la correction des signes cliniques, le traitement des comorbidités, la préservation de la fonction hypophysaire résiduelle et la normalisation du cortisol à long terme. Les données de la chirurgie, malgré les progrès importants en chirurgie hypophysaire, malgré les approches maintenant endoscopiques, il faut bien réaliser que dans les publications de la littérature, les résultats sont relativement bons, avec 65 à 90 % de rémission initiale. Mais ça, ce sont la plupart du temps des centres experts qui publient leurs résultats. Et lorsqu'on réunit les gens dans des congrès sur le Cushing, c'est plutôt autour de 50 % le taux de guérison initiale lorsqu'on regarde dans des milieux moins ultra spécialisés. Mais même chez les patients qui ont des macrodénomes, ce pourcentage de réussite de la chirurgie initiale chute à 65 %. Et si on regarde après 5 ans ou 10 ans, quel est le pourcentage de récurrence, même chez les patients qui étaient en rémission initialement, ça va jusqu'à 10-20 % après 10 ans, puis certaines séries même jusqu'à 30 %. Ce qui fait que globalement, après 10 ans, il y a peut-être 50 à 60 % des patients seulement qui sont en rémission à long terme et que le pourcentage de patients qui ont une récidive de leur maladie de Cushing est quand même important et demande une stratégie ou une approche pour le traitement de ces patients-là. Immédiatement en post-opératoire, si le chirurgien a été efficace pour, de façon sélective, retirer la tumeur au complet, on devrait assister à une suppression de l'axe hypothalamo-hypophyseux surrénalien parce que ça va prendre 6 mois, 1 an avant que l'axe récupère la suppression chronique au niveau à la fois hypothalamique et au niveau hypophysaire des cellules corticotropes normales adjacentes à l'adénome corticotrope. Donc, on devrait constater des niveaux extrêmement supprimés de cortisol en post-opératoire. Donc, les critères de rémission post-chirurgie dans la littérature, ils sont très variables. Le plus fréquemment utilisé, c'est celui d'un cortisol plasmatique à moins que 50 nanomoles par litre en post-opératoire immédiat. Certains ont été beaucoup plus larges dans les valeurs acceptées. Il faut reconnaître que si un patient a un Cushing très, très cyclique, ou peut-être que la suppression de l'axe n'était pas complète, que peut-être que les patients auront des valeurs un peu plus élevées que 50, mais en rémission, c'est quand même un groupe très sélectif, ça. Alors, ce qu'on aime bien voir, c'est que les niveaux soient extrêmement bas après la chirurgie. Parfois, les patients ont une hyperplasie cortico-surrénalienne assez importante. Ça va prendre 1 semaine ou 2 avant que l'hyperplasie nodulaire des surrénales commence à régresser. Donc, même si les niveaux ne sont pas nécessairement en bas de 50, il faut vraiment attendre comme 1 mois après la chirurgie et faire les tests de stimulation à la desmopressine ou au CRH environ 1 mois après la chirurgie pour voir si le patient est en rémission ou non. Donc, il faut couvrir les patients pour la chirurgie en présumant que le chirurgien va être efficace pour resséquer la tumeur. Il n'y a pas de consensus. Dans certains centres spécialisés, on couvre systématiquement les patients avec de l'hydrocortisone ou de la dexaméthasone pour le geste chirurgical, alors que dans d'autres milieux, on surveille les patients de très près. On ne donne pas de remplacement de glucocorticoïdes, mais on mesure les niveaux de cortisol plasmatique à tous les jours. Et si ceux-ci chutent de façon importante, ou si le patient commence à présenter des symptômes d'hypocorticisme, le remplacement avec glucocorticoïdes est amorcé. « » 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » « « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Les patients qui sont en rémission, évidemment, vont avoir besoin d'une couverture. Nous, on préfère utiliser de l'hydrocortisone. Je n'utilise personnellement jamais rien d'autre que de l'hydrocortisone. Je n'utilise pas de prednisone ou de dexaméthasone. On préfère donner les doses de façon bien répartie pendant la journée en essayant de reproduire le cycle physiologique. On n'est jamais capable de le faire parfaitement parce que le patient se lève tout le temps en déficit relatif. Donc, je dis au patient de le prendre dès l'éveil, même s'il s'éveille avant pour uriner, se recouche, je leur dis de prendre à ce moment-là la première dose et de répartir la dose autour de 30 mg par jour initialement ou un peu plus, 40 mg par jour initialement, puis qu'on va diminuer progressivement au courant des prochains mois pour atteindre les niveaux le plus bas possible tolérés par le patient pour stimuler la reprise de l'axe et être capable de faire le sevrage progressif sur une période de 9 à 12 mois en général. Lorsque le cortisol plasmatique le matin commence à s'élever au-dessus de 200 nanomoles par litre, c'est là qu'on peut faire le test de stimulation avec la CTH pour voir si la réponse redevient normale et si les valeurs basales et les valeurs post-ACTH sont plus grandes que 450 nanomoles par litre, on peut cesser le remplacement des corticoïdes et là se mettre à vérifier s'il n'y a pas de récidive éventuelle de la maladie de Cushing. Donc, comment va-t-on examiner la possibilité de récidive? Il y a plusieurs tests qui ont été utilisés dans le passé et il semble bien que les tests les plus sensibles pour détecter une récidive, c'est soit le test avec 1 mg d'hexaméthasone au coucher ou le cortisol salivaire, mais ça demande souvent jusqu'à 3 à 4 échantillons pour être capable de dépister. C'est l'équipe de Bordeaux qui a démontré l'utilité de faire des prélèvements répétés. Ou l'équipe de Marseille a aussi proposé un test combiné avec 1 mg d'hexaméthasone au coucher, suivi le lendemain matin d'un test avec la desmopressine. Et les patients qui ne répondent pas sont ceux qui n'évolueront pas vers une récidive, alors que ceux qui répondent encore au test de la desmopressine le lendemain matin de la prise de 1 mg d'hexaméthasone avaient un haut pourcentage de récidive éventuelle de leur maladie de Cushing. La cortisolurie de 24 heures est le test le moins sensible pour dépister une récidive. C'est sûr que si le patient a encore des signes florides, ça va être élevé, mais les changements progressifs de récidive sont mieux dépistés par un ou l'autre de ces 3 tests. Il est peu utile de faire une résonance hypophysaire si la biochimie est encore normale et il n'y a pas d'évidence de maladie de Cushing récidivante. Donc, idéalement, dans l'algorithme, on a fait la chirurgie hypophysaire. Tant mieux si le patient est en rémission, puis on va le suivre. Et s'il y a une persistance, bien là, on a un grand débat, puis il faut faire un groupe multidisciplinaire de tumor board pour discuter chacun des patients, parce qu'il n'y a pas une recette universelle qui s'applique à tous. Le patient qui a une tumeur qui était non visible, que le chirurgien n'a pas réussi à trouver, qui est encore en hypercortice, versus le patient qui avait un macroadénome hypophysaire, et puis qu'il y avait de l'invasion du sinus caverneux, bien, c'est 2 situations extrêmement différentes qui ne seront pas approchées nécessairement de la même façon. C'est sûr que si le patient a une tumeur résiduelle, non résécable, invasive, on va souvent combiner de la radiothérapie à ce moment-là pour le contrôle de la tumeur, avec ou sans surrénectomie bilatérale, parce que ça prend souvent plusieurs mois ou 2-3 années avant que la radiothérapie amène un contrôle. Alors, on va pouvoir faire un contrôle médical en plus de la radiothérapie. Chez les patients qui ont des maladies très, très sévères, chez une jeune femme qui va avoir une grossesse, il se peut qu'on aille rapidement à la surrénectomie bilatérale. Mais maintenant, on a des choix potentiels d'une deuxième chirurgie hypophysaire, surtout s'il y a de la tumeur résiduelle qui est visible ou que la chirurgie était faite par un chirurgien moins expert initialement et qu'un chirurgien expert voit encore une lésion puis peut procéder à une deuxième chirurgie, où on a maintenant différents choix de traitements médicaux que nous allons discuter maintenant. Alors, quelles sont ces thérapies médicales? Depuis longtemps, on avait des inhibiteurs de la stéroïdogenèse, incluant le méthylapone, le kétoconazole, mitotane utilisé en France, mais peu dans d'autres milieux. Mais il y a des nouvelles molécules qui apparaissent actuellement, par exemple, un nouvel inhibiteur de la 11-bêta-hydroxylase, qui est le LCI 199, que nous avons étudié, dont les publications vont venir bientôt, qui semble très prometteur. Auparavant, on n'avait pas vraiment de
médication qui ciblait la tumeur corticotrope hypophysaire, comme c'est le cas, par exemple, pour les proactinons. Mais au courant des dernières années, il a été démontré qu'il y a des récepteurs à la fois pour la dopamine D2 ou pour la somatostatine, en particulier les récepteurs SST5. Et il y a donc des études qui ont démontré l'utilité de la cabergoline ou du passériotide et d'autres études qui commencent avec l'acide rétinoïque. Donc, il y a d'autres possibilités pour cibler la tumeur corticotrope hypophysaire. Puis, comme on le sait, les mécanismes moléculaires commencent à être mieux connus avec les mutations USP. Donc, il y a de l'avenir vraiment pour développer des nouvelles molécules qui vont aller cibler la cause initiale de la maladie de Cushing. Et enfin, il y a aussi, aux États-Unis actuellement, en Europe depuis un certain temps, la mifepristone, qui est un antagoniste du récepteur des glucocorticoïdes, qui n'est pas disponible pour nous au Canada et qui est plus difficile à utiliser pour interpréter les résultats. Donc, le choix du traitement doit être individualisé pour chaque patient. Et vous avez ici un résumé, puis je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail, mais chacune de ces molécules-là agit à différents endroits. Par exemple, le méthylapone, c'est sur la 11-bêta-hydroxylase, alors que le kétoconazole, c'est sur différentes enzymes d'oxygénèse, avec des conséquences différentes. Par exemple, avec un bloqueur de la 11-bêta-hydroxylase, on va accumuler des précurseurs qui peuvent donner des minéralocorticoïdes qui sont élevés ou des androgènes qui vont s'élever parce qu'on utilise une molécule qui va accumuler des précurseurs, alors que si on bloque toute la chaîne de synthèse, on n'accumule pas des précurseurs, mais chez les hommes, on va amener un hypogonadisme. Donc, à cause de la limite de temps, je n'irai pas dans le détail, mais chacun de ces traitements médicaux-là a un taux d'efficacité de l'ordre de 50 à 60 %. Est-ce qu'on normalise vraiment le cycle unitéméral? Est-ce qu'on va accumuler des précurseurs? Alors, par exemple, chez un homme, peut-être que le méthylpyrrone va être plus favorable que le kétoconazole qui, lui, va donner de l'hypogonadisme. Et chez la femme, le kétoconazole est peut-être préférable au méthylpyrrone qui va augmenter les androgènes avec les risques d'hypertension artérielle et d'hypokaliémie. Parce que c'est plus nouveau, je vais juste couvrir très brièvement la cabergoline. Les autres agonistes D2 dopaminergiques précédents étaient moins efficaces, mais une première étude italienne et avec les collaborateurs dans les Pays-Bas avait démontré in vitro l'effet de la cabergoline. Alors, quelques études, incluant notre étude conjointe avec nos amis argentins de 30 patients ici, on démontrait qu'avec des doses moyennes de 2,3 mg par semaine de cabergoline, on réussissait à normaliser la cortisolérie d'environ 30 % des patients. Et j'ai des patients qui sont maintenant à plus de 10 ans de traitement cabergoline avec un contrôle tout à fait normal. Mais certains échappent. Et vous voyez ici qu'il y a 6 publications qui démontrent un peu tous la même chose, que 30 à 40 % des patients. Donc, soit les patients répondent très bien ou ne répondent pas du tout. On le sait assez rapidement. Et si c'est efficace, c'est bien toléré et facile à prendre la cabergoline. Donc, on peut avoir des bons résultats à long terme. L'autre molécule qui a été utilisée, c'est pour cibler le récepteur somatostatine SST5, le passériotide. La première étude avec la passériotide injectée 2 fois par jour a montré environ 20 à 25 % d'efficacité dans les patients avec maladie de Cushing. Et nous venons de publier une étude sur 150 patients le mois dernier avec le passériotide à longue durée d'action, donc injecté 1 fois par mois. Et nous avons utilisé des doses soit de 10 ou de 30 mg par jour initialement, et ça pouvait être augmenté progressivement jusqu'à 30 ou 40 mg. Et on voit ici que le taux de réponse à 6 mois, qui était le target initial, était de 42 % pour la dose de 10 mg et de 41 % aussi pour la dose de 30 mg. Les patients qui ont des cortisoléries plus basses, 1,5 à 2 fois la limite supérieure normale, ont des taux de succès plus élevés, 50 % comparativement à ceux qui ont des valeurs entre 2 et 5 fois la limite supérieure normale, à 36 % ici. Et on voit que les effets peuvent être prolongés, qu'après 12 mois, il y avait encore 35 % des patients qui étaient en rémission avec la dose de 10 mg ici et 25 % avec la dose de 30 mg. Et l'étude se poursuit avec les patients jusqu'à 5 ans de suivi avec des résultats
chez certains patients chez qui ça fonctionne, ça peut donner des résultats à long terme. Les effets secondaires sont les mêmes que ceux qui ont été rapportés avec le pastéroïde à courte durée d'action, avec les effets attendus des inhibiteurs de la somatostatine, avec les effets sur les troubles digestifs ou les cholithiases. Ce qui est le plus perturbant pour la pastéroïde, c'est que ça inhibe la sécrétion d'insuline, d'incrétine, donc l'hyperglycémie est très prévalente, environ 70% des cas. Mais nous, comme endocrinologues, on sait comment traiter le diabète, donc c'est possible de renverser ceci. Donc, il faut suivre de très près les patients pour l'hyperglycémie et le corriger au besoin, parce que moi, j'ai des patients qui sont sous pastéroïde depuis maintenant 10 ans, avec un bon contrôle, perte de poids, etc. Le syndrome diabétique est disparu et on a des résultats satisfaisants à long terme, possiblement. Il y a aussi la combinaison de différentes approches avec des doses plus faibles, soit de pastéroïde ou de cabergoline ou de kétoconazole, où il a été démontré qu'en utilisant progressivement la combinaison de 2 ou 3 approches, on peut obtenir une normalisation du cortisol dans 90% des cas. Ça, c'était une étude pilote avec seulement 12 cas. Il y a donc des études conjointes actuellement de pastéroïde et de cabergoline sur une plus grande échelle, dont les résultats vont être disponibles d'ici quelques mois. La surérectomie demeure encore un outil que nous devons utiliser parce que 50% des patients ne sont pas guéris. Donc, il faut bien réfléchir aux différentes approches, tenter les approches, mais c'est un bon traitement lorsque les autres traitements médicaux ne sont pas satisfaisants. Et il est parfois nécessaire de le faire de façon précoce dans les cas les plus graves où les patients sont très malades et mal contrôlés avec les traitements médicaux, ou par exemple chez les jeunes femmes qui veulent une grossesse. Donc, malheureusement, encore aujourd'hui, dans 30, 40, 50% des cas, éventuellement, on a recours à la surérectomie bilatérale. Il faut bien comprendre que l'hypercorticisme, qui est là depuis plusieurs années, parce que ça prend souvent plusieurs années pour faire le diagnostic, a eu des impacts au point de vue du cerveau, de la mémoire, de la concentration, de la dépression, au niveau des os cardiovasculaires. Donc, la morbidité cardiovasculaire, malgré la rémission, demeure quelque chose d'important. Il faut vraiment prendre globalement la situation de ces patients-là pour les complications à long terme, parce que ce n'est pas seulement que l'hypercorticisme, mais les conséquences de l'hypercorticisme dont il faut se préoccuper. Et l'autre chose très particulière, lorsque les patients rentrent en rémission, nous voyons fréquemment des maladies auto-immunes qui étaient quiescentes parce que l'hypercorticisme avait traiter, en fait, les maladies sous-jacentes. Donc, les patients développent maladies ulcéreuses, l'intestin. J'ai un patient dernièrement qui a réactivé une maladie de Graves, d'arthrite rhumatoïde, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut se préoccuper lorsque les patients ont été guéris des complications immunes du Cushing, à la fois quand ils sont très actifs, donc le risque d'infection, il faut traiter ces patients-là, faire la prévention des maladies majeures, parfois traiter de façon préventive le pneumocystis carini dans les cas très sévères, parce que malheureusement, les patients peuvent décéder d'infection avant qu'on ait contrôlé le syndrome de Cushing. Donc, je voudrais terminer ici. C'est un survol très rapide, 30 minutes pour un sujet où on a des symposiums de 3 jours. Mais comme je suis le chair de la Société internationale d'endocrino, j'en profite de la tribune ici pour vous inviter à être présent à notre prochain congrès. La première fois qu'il va être en Afrique, c'est en Afrique du Sud, du 1er au 4 décembre prochain. Nous invitons chacun d'entre vous d'être présent. Et aussi, tous les pays membres de la Société internationale, les membres ont droit à des rabais sur les frais d'inscription. Et puis, il faut se dépêcher parce que les dates pour les soumissions d'abstract, on y est. Puis, il faut s'enregistrer avant le 30 juin pour bénéficier des taux réduits. Donc, on espère vous y voir en grand nombre et il me fera plaisir de répondre aux questions.